ADA Audio vous présente La Divine Matrice de Greg Braden. Unissant le temps et l'espace, les miracles et les croyances. Texte lu par René Gagnon, traduit de l'américain par Louis Royer. Toute matière provient d'une force et n'existe que par celle-ci. Nous devons présumer l'existence sous cette force d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Max Planck, 1944. C'est ainsi que Max Planck, père de la théorie quantique, décrivit la divine matrice, un champ d'énergie universel unissant tout ce qui existe. La divine matrice est notre monde. Elle est aussi tout ce qui existe dans notre monde. Elle est nous et tout ce que nous aimons, créons et expérimentons. Vivant dans la divine matrice, nous exprimons comme artistes nos passions, nos peurs, nos rêves et nos désirs les plus secrets au moyen de l'essence d'un mystérieux canevas quantique. Mais nous sommes ce canevas autant que les images qu'il porte. Nous sommes le tableau autant que les pinceaux. Dans la divine matrice, nous sommes le contenant dans lequel existe toute chose, le pont reliant les créations de notre monde intérieur et celles de notre monde extérieur, ainsi que le miroir qui nous montre ce que nous avons créé. Cet enregistrement a été créé pour ceux qui désirent éveiller le pouvoir de leurs passions les plus fortes et de leurs aspirations les plus profondes. Dans la divine matrice, nous sommes la semence du miracle autant que le miracle lui-même. Certains d'entre vous découvriront ici une toute nouvelle conception de l'existence. D'autres y trouveront une synthèse rassurante de ce qu'ils savent déjà, ou tout au moins de ce qu'ils soupçonnent. Tous conviendront cependant que l'existence d'une toile d'énergie fondamentale reliant les corps, le monde et tout ce qui existe dans l'univers constitue une mystérieuse et séduisante possibilité. Cette possibilité donne à penser que nous sommes peut-être davantage que de simples observateurs traversant un bref moment du temps dans une création qui existe déjà. Quand nous regardons la vie, notre abondance spirituelle et matérielle, nos relations et notre carrière, nos plus profondes passions et nos plus grandes réalisations, ainsi que nos peurs et nos frustrations, nous regardons peut-être le reflet direct de nos croyances les plus vraies et parfois les plus inconscientes. Nous voyons celles-ci dans notre environnement parce qu'elles sont rendues manifestes par l'essence mystérieuse de la divine matrice. Et si c'est bien le cas, la conscience elle-même doit jouer un rôle clé dans l'existence de l'univers. Nous sommes à la fois l'œuvre et l'artiste. John Wheeler, physicien de Princeton, nous offre une vision de notre rôle dans la création. Des expériences en physique quantique démontrent effectivement que le simple fait de regarder quelque chose d'aussi minuscule qu'un électron, c'est-à-dire de concentrer son attention sur lui, ne serait-ce qu'un seul instant, en modifie les propriétés
pendant l'observation. Ces expériences semblent indiquer que l'acte même de l'observation est un acte de création effectué par la conscience. Cette découverte semble appuyer la proposition de Wheeler, selon laquelle nous ne pouvons plus nous considérer comme de simples observateurs, n'exerçant aucun effet sur le monde que nous observons. Pour nous percevoir comme participants de la création, plutôt comme de simples voyageurs traversant l'univers durant la brève période de temps que constitue une vie, il nous faut une nouvelle conception du cosmos et de son fonctionnement. La base de cette nouvelle vision nous est fournie dans une série d'ouvrages et d'articles d'un autre physicien de Princeton et collègue d'Einstein, David Bohm. Avant sa mort survenue en 1992, Bohm nous a laissé deux théories innovatrices présentant une vision très différente et presque holistique de l'univers et du rôle que nous y jouons. La première théorie était une interprétation de la physique quantique qui a préparé le terrain à la rencontre de Bohm et d'Einstein, ainsi qu'à leur amitié subséquente. C'est cette théorie qui introduit ce que Bohm appelle l'opération créative de niveau de réalité sous-jacent. Autrement dit, il croyait à des plans de création plus profonds ou plus élevés, comportant le canevas de ce qui se passe dans notre monde. Le monde physique serait issu de ces niveaux de réalité plus subtils. Sa seconde théorie était une explication de l'univers selon laquelle celui-ci serait un système naturel unifié, interconnecté d'une façon pas toujours évidente. Au cours de son travail, Bohm a pu observer des particules atomiques dans un état gazeux particulier appelé plasma. Il découvrit que ces particules, quand elles se trouvaient dans cet état, ne se comportaient plus comme des unités individuelles telles que nous les concevons, mais bien comme si elles étaient connectées entre elles et appartenaient à une plus vaste existence. Ces expériences ont établi les fondements de l'ouvrage innovateur paru en 1980, Wholeness and the Implicate Order, ordre implié et holo-mouvement. Dans cet ouvrage qui ébranlait des paradigmes, Bohm avançait que si nous pouvions voir d'un point de vue plus large l'univers dans son entier, les objets de notre monde apparaîtraient en fait comme une projection de quelque chose se passant dans une autre sphère impossible à observer pour nous. Il considérait à la fois le visible et l'invisible comme des expressions d'un ordre plus grand, plus universel. Pour distinguer ces deux sphères, il les appelait ordre implié et ordre explié. Les choses de notre monde que nous pouvons voir et qui sont en apparence séparées les unes des autres, comme les rochers, les océans, les forêts, les animaux et les humains, sont des exemples de l'ordre explié de la création. Cependant, aussi distinctes qu'elles puissent paraître les unes des autres, elles sont liées entre elles dans une réalité plus profonde, d'une manière que nous ne pouvons tout simplement pas voir de l'endroit où nous sommes dans la création. C'est ce que soutenait Bohm. Toutes les choses qui ont l'air séparées à nos yeux, il les voyait comme une partie d'un plus vaste ensemble qu'il appelait l'ordre implié. Pour illustrer la différence entre l'implié et l'explié, il établit une analogie avec un cours d'eau. Se servant à titre de comparaison des différents aspects revêtus par l'eau d'une même rivière, il décrivit l'illusion de la séparation. Sur ce cours d'eau, on voit un mouvement incessant d'ondulations, de vagues, de tourbillons, d'éclaboussements. Bien que ces mouvements de l'eau nous paraissent séparés, Bohm les voyait intimement liés et profondément connectés entre eux. L'existence transitoire de ces formes abstraites implique une indépendance seulement relative, plutôt qu'une existence absolument indépendante. Autrement dit, elles appartiennent toutes à la même eau.
Bohm se servit de tels exemples pour décrire son impression que l'univers et tout ce qu'il renferme, y compris nous-mêmes, fait partie d'un grand schéma cosmique dont chaque portion est partagée également par toutes les autres. Pour résumer cette vision unifiée de la nature, il affirma simplement ceci. On pourrait appeler cette nouvelle vision totalité invisible dans le mouvement fluide. Du point de vue de Bohm, le monde que nous voyons est en réalité la projection de quelque chose d'encore plus réel qui se produit à un niveau plus profond de la création. Ce niveau profond qui constitue l'original, c'est l'implié. Selon cette vision de ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, des schémas sont inclus dans des schémas, complets en eux-mêmes et ne différant que par leur taille. L'élégante simplicité du corps humain nous offre un bel exemple d'hologramme, un exemple qui nous est déjà familier. L'ADN de n'importe quelle partie de notre corps contient le code génétique, le schéma complet de l'ADN, de tout le reste du corps. Qu'il s'agisse de nos cheveux, de nos ongles ou de notre sang, le schéma génétique qui fait de nous-mêmes ce que nous sommes est toujours contenu dans le code et il est toujours le même. Tout comme l'univers passe constamment de l'implié à l'explié, le courant passant de l'invisible au visible produit la dynamique de la création. C'est à cette nature constamment changeante de la création que John Wheeler fait allusion quand il affirma que l'univers était participatif, c'est-à-dire inachevé et réagissant continuellement à la conscience. Il est intéressant de noter que c'est précisément ce que disent sur le fonctionnement de notre monde les enseignements traditionnels des sages du passé. Des Védas que les spécialistes font remonter à 5000 ans avant notre ère, au manuscrit de la mer morte écrit il y a 2000 ans, ressort un thème général laissant entendre que le monde est en réalité le reflet de ce qui se passe dans une sphère supérieure ou une réalité plus profonde. Par exemple, dans leur commentaire sur une nouvelle traduction des fragments des manuscrits de la mer morte, appelée « Cantique pour l'Holocauste du sabbat », les traducteurs en résument ainsi le contenu. Ce qui se passe sur cette terre n'est qu'un pâle reflet de cette plus grande et ultime réalité. Ce qu'implique à la fois la théorie quantique et les textes anciens, c'est que nous créons dans l'invisible le modèle de nos relations, de nos carrières, de nos réussites et de nos échecs dans le monde visible. De ce point de vue, la Divine Matrice fonctionne comme un grand écran cosmique, nous permettant de voir l'énergie non physique de nos émotions et de nos croyances, notre colère, notre haine et nos rages, autant que notre amour, notre compassion et notre compréhension, tout cela projeté dans le médium physique de la vie. Exactement comme un écran de cinéma reflète l'image de tout ce qui a été filmé, la matrice semble procurer une surface impartiale pour que soient vues dans le monde nos expériences intérieures et nos croyances. Parfois consciemment, parfois inconsciemment, nous montrons nos croyances les plus vraies au sujet de tout, de la compassion à la trahison, à travers la qualité de nos relations avec ceux qui nous entourent. Autrement dit, nous sommes comme des artistes exprimant leurs passions, leurs peurs, leurs rêves et leurs désirs les plus profonds, au moyen de l'essence vivante d'un mystérieux canevas quantique. Cependant, contrairement au canevas conventionnel du peintre, lequel existe en un lieu et en un moment précis, notre canevas est fait du même matériau que tout ce qui existe. Il est omniprésent. Nous sommes des créateurs, créant à l'intérieur de nos propres créations. Tout comme un artiste peaufine une image jusqu'à ce qu'elle soit parfaite dans son esprit, il semble que nous fassions de même sous plusieurs aspects
au moyen de notre palette de croyances, de jugements, d'émotions et de prières. Nous nous retrouvons dans des relations, des emplois et des situations marquées par le soutien ou la trahison avec différents individus en différents lieux. À la fois individuellement et ensemble, nous partageons les créations de notre vie intérieure comme un cycle sans fin de moments superposés au fil des jours. Quel beau concept, aussi bizarre que fascinant. Tout comme un peintre utilise sans cesse le même canevas en cherchant l'expression parfaite d'une idée, nous sommes des artistes construisant perpétuellement une création sans fin qui change constamment. Le fait d'être entouré d'un monde malléable que nous créons nous-mêmes a de vastes implications. Notre aptitude à utiliser intentionnellement et créativement la divine matrice change soudain toute notre vision du rôle que nous jouons dans l'univers. À tout le moins, elle laisse entendre que la vie est beaucoup plus que les événements fortuits et les synchronies occasionnelles avec lesquelles nous composons de notre mieux. Finalement, notre relation à l'essence quantique qui nous unit à tout le reste nous rappelle que nous sommes nous-mêmes des créateurs. En tant que tels, nous pouvons exprimer nos plus profonds désirs de guérison, d'abondance, de joie et de paix, autant pour notre corps que pour notre vie et nos relations. Et nous pouvons le faire consciemment, de la façon que nous le désirons et au moment choisi. Aussi miraculeuse que cette réalité puisse sembler, toutes ces choses et bien davantage sont possibles au sein de la divine matrice. Il ne s'agit pas uniquement d'en comprendre le fonctionnement. Il nous faut aussi, pour communiquer nos désirs, un langage que cette vieille toile d'énergie puisse reconnaître. Nos plus anciennes traditions de sagesse nous disent qu'il existe un langage particulier pour parler à la divine matrice. Ce langage ne comporte pas de mots, ni les signes extérieurs habituels de la communication effectuée avec nos mains ou notre corps. Il est d'une forme si simple que nous savons tous déjà le parler couramment. En fait, nous nous en servons chaque jour. C'est le langage de l'émotion humaine. La science moderne a découvert que chaque émotion ressentie dans notre corps y provoque des changements chimiques, au pH et aux hormones, qui reflètent nos sentiments. Par les expériences positives de l'amour, de la compassion et du pardon, ainsi que par les émotions négatives de la haine, du jugement et de la jalousie, nous possédons tous le pouvoir d'affirmer ou de nier notre existence à chaque moment. De plus, cette même émotion qui nous donne un tel pouvoir à l'intérieur de notre corps étend cette force dans le monde quantique au-delà de notre corps. On pourrait comparer la divine matrice à une couverture cosmique commençant et finissant dans l'inconnu et couvrant tout l'intervalle. Cette couverture comporte plusieurs couches profondes et se trouve déjà en place partout, en tout temps. Notre corps, notre vie et tout ce que nous connaissons existe et a lieu dans ces fibres. De notre création aquatique dans l'utérus de notre mère, jusqu'à nos mariages, nos divorces, nos amitiés et nos carrières, tout ce dont nous faisons l'expérience est comparable à des plis dans la couverture. D'un point de vue quantique, on peut comparer tout atome de matière, un brin d'herbe, notre corps, la planète et ce qui existe au-delà à une perturbation dans le tissu de cette couverture spatio-temporelle. Ce n'est donc peut-être pas une coïncidence si les anciennes traditions spirituelles et poétiques décrivent l'existence d'une façon aussi similaire. Les Védas, par exemple, parle d'un champ unifié de pure conscience dans lequel baigne toute la création. Selon ces traditions, nos pensées, nos sentiments, nos émotions et nos croyances, ainsi que tous les jugements que ces dernières suscitent, sont des perturbations, des interruptions dans un champ qui autrement serait calme et immobile.
S'il est vrai que de nous concevoir comme une perturbation de la matrice rend notre vision de la vie un peu moins romantique, cela nous fournit aussi une puissante conception de notre monde et de nous-mêmes. Par exemple, si nous voulons établir de nouvelles relations saines et valorisantes, vivre en harmonie et trouver une solution de paix au Moyen-Orient, nous devons créer dans le champ une nouvelle perturbation qui reflète ce désir. Nous devons faire un nouveau pli dans le matériau dont l'espace, le temps, nos corps et le monde sont faits. Voilà notre relation à la divine matrice. Nous possédons le pouvoir d'imaginer, de rêver et de ressentir les possibilités de la vie à l'intérieur de la matrice elle-même, de sorte qu'elle nous reflète ce que nous avons créé. Plusieurs anciennes traditions ont décrit le fonctionnement de ce miroir, et maintenant, grâce à la science moderne, nous savons comment ce reflet fonctionne. Alors que ces études résolvent peut-être certains mystères de la création, elles conduisent aussi à des questions encore plus profondes sur notre existence. Nous ne savons évidemment pas tout ce qu'il y a à savoir sur la divine matrice. La science ne possède pas toutes les réponses. En toute honnêteté, les scientifiques ne sont même pas certains de l'origine de cette matrice. Nous sommes bien conscients aussi que nous pourrions l'étudier pendant encore un siècle sans trouver toutes les réponses. Ce que nous savons cependant, c'est qu'elle existe. Elle est ici et nous sommes à même de puiser dans son potentiel créateur par le langage de nos émotions. Nous pouvons appliquer cette connaissance dans notre vie d'une manière utile et signifiante. Ce faisant, nous pouvons nier que nous sommes reliés les uns aux autres ainsi qu'à toute chose. C'est à la lumière de cette connexion que nous pouvons nous rendre compte de notre puissance réelle. Avec la force que procure cette prise de conscience, nous pouvons devenir des êtres plus pacifiques et plus compatissants, travaillant activement à la création d'un monde reflétant ces qualités et bien davantage encore. Par la divine matrice, nous sommes en mesure de nous focaliser sur ces attributs et de les appliquer comme une technologie intérieure à nos sentiments, à notre imagination et à nos rêves. Quand nous le faisons, nous puisons au véritable pouvoir de changer notre vie, ainsi que le monde. Concernant cet enregistrement, sous plusieurs aspects, notre expérience de la divine matrice peut se comparer au fonctionnement d'un logiciel d'ordinateur. Dans les deux cas, les instructions doivent être fournies dans un langage que le système comprend. Pour l'ordinateur, il s'agit d'un code numérique fait de 0 et de 1. Pour la conscience, il faut un langage différent, qui n'utilise ni nombres, ni lettres, ni même des mots. Parce que nous faisons partie de la divine matrice, il serait tout à fait logique que nous possédions déjà tout ce qu'il nous faut pour communiquer avec elle sans avoir besoin d'un manuel d'instruction ou d'un entraînement spécial. Et c'est bien le cas. Il semble que le langage de la conscience soit l'expérience universelle de l'émotion. Nous savons déjà comment aimer, haïr, craindre et pardonner. Reconnaissant que ces sentiments sont en réalité les instructions qui programment la divine matrice, nous pouvons perfectionner nos aptitudes afin de mieux comprendre comment apporter la joie, la guérison et la paix dans notre vie. Cet enregistrement ne se prétend pas être un ouvrage définitif sur l'histoire de la science et sur la nouvelle physique. Plusieurs autres textes ont déjà porté magnifiquement ce genre d'informations à notre conscience. Certains sont même cités ici, par exemple Hyperspace de Mikio Kaku et Ordre implié et holomouvement de David Bohm. Chacun de ces ouvrages présente une nouvelle et puissante vision du monde et je les recommande à tous. Cet enregistrement se veut un instrument utile, un guide à appliquer au mystère de notre vie quotidienne. Pour cette raison,
j'ai choisi parfois de me concentrer davantage sur les résultats inattendus des expériences quantiques, plutôt que de me perdre dans les nombreux détails techniques des expériences elles-mêmes. Pour comprendre notre pouvoir de manifester la guérison, la paix, la joie, l'amour et le partenariat, tout autant que de survivre à notre époque de l'histoire, il est important d'insister sur ce que les résultats nous révèlent sur nous-mêmes, au lieu de s'étendre sur les modalités de ces études. Pour beaucoup de gens, les découvertes effectuées en physique quantique ne sont rien de plus que des faits intéressants faisant l'objet de conférences, d'ateliers ou de conversations devant un bon café. Malgré leurs profondes implications philosophiques, ces découvertes ne semblent avoir qu'une incidence minimale sur notre quotidien. Par exemple, à quoi sert de savoir qu'une particule de matière peut se trouver à deux endroits à la fois et que les électrons peuvent voyager plus vite que ne l'a dit Einstein si ces connaissances ne changent rien à notre vie? C'est uniquement quand nous pouvons associer ces découvertes ahurissantes à la guérison de notre corps ou à ce que nous vivons dans les parcs, les aéroports et les salles de cours que nous fréquentons, qu'elles acquièrent de l'importance pour nous. C'est ce fossé apparent entre le mystère du monde quantique et la vie quotidienne que vient combler la divine matrice. En plus de décrire ces découvertes, cet ouvrage nous mène un peu plus loin, en expliquant comment elles peuvent nous aider à devenir de meilleurs humains et à construire ensemble un monde meilleur. J'ai écrit cet ouvrage pour une raison bien précise: donner un sentiment d'espoir et de puissance dans un monde où nous nous sentons souvent petits et impuissants. Et je le fais dans un style familier, décrivant les nouvelles découvertes d'une manière intéressante et facile à comprendre. C'est le résultat de plus de 20 ans de recherche et de ma quête personnelle du sens du grand secret détenu par les anciennes traditions mystiques. Si vous avez toujours cherché une réponse aux questions suivantes, sommes-nous réellement reliés? Si c'est le cas, quelle est la profondeur de cette connexion? Et dans quelle mesure avons-nous le pouvoir de changer le monde? Si c'est le cas, vous aimerez cet enregistrement. Il a été créé pour ceux dont la vie unit la réalité de notre passé à l'espoir de notre avenir. C'est à vous qu'il est demandé de pardonner et de trouver la compassion dans un monde marqué par les cicatrices de la douleur, meurtri par les jugements et ébranlé par la peur. Pour survivre à cette période de l'histoire, il s'agit de créer une nouvelle forme de pensée, tout en vivant toujours dans les conditions qui menacent notre existence. En définitive, nous découvrirons peut-être que c'est par la compréhension et l'application des règles de la divine matrice que nous guérirons profondément, que nous serons parfaitement heureux et que nous survivrons en tant qu'espèce. Greg Braden. Première partie. Découvrir la divine matrice, le mystère unissant toutes choses. Chapitre 1. Qu'y a-t-il dans l'espace vide? Réponse. La divine matrice. Si la science ne peut résoudre le mystère ultime de la nature, c'est qu'en dernière analyse, nous faisons nous-mêmes partie de l'énigme que nous tentons de résoudre. Max Planck, physicien. Il existe un lieu où commence toute chose, un endroit de pure énergie qui est, tout simplement. Dans cet incubateur quantique de la réalité, tout est possible.
nos succès et nos échecs personnels, l'abondance et les manques, la guérison et les maladies, nos plus profonds désirs comme nos plus grandes craintes, tout commence dans cette soupe de potentialités. Au moyen des créateurs de réalité que sont l'imagination, l'espoir, le jugement, la passion et la prière, nous donnons l'existence à chaque possibilité. Par nos croyances quant à ce que nous sommes, à ce que nous avons et n'avons pas, à ce qui devrait être et ne devrait pas, nous créons nos plus grandes joies comme nos moments les plus sombres. Pour maîtriser cette pure énergie, il faut d'abord en reconnaître l'existence, en comprendre le fonctionnement et enfin parler le langage qu'elle reconnaît. Toute chose nous devient possible en tant qu'architecte de la réalité dans ce lieu où le monde commence, le pur espace de la divine matrice. Première clé, la divine matrice est le contenant de l'univers, le pont reliant toutes choses entre elles, et le miroir qui nous montre ce que nous avons créé. Alors que je faisais une randonnée pédestre dans un petit canyon de la région de Four Corners, dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique, j'eus la surprise de voir un sage amérindien. Je me demandais depuis combien de temps il se trouvait là. Tournant le dos au soleil couchant, il me regardait avancer parmi les pierres du sentier. En plaçant une main devant mes yeux pour les protéger de la lumière, je vis ses longs cheveux bouclés flotter au vent devant son visage. Il semblait aussi surpris que moi. Mettant soudain ses mains en porte-voix, il me cria « Bonjour ». Je lui répondis en ajoutant que je ne m'attendais pas à rencontrer quiconque à cette heure du jour. En me rapprochant davantage, je lui demandai depuis combien de temps il m'observait. « Pas très longtemps », me répondit-il. « Je viens ici pour écouter les voix de mes ancêtres dans ces cavernes, précisa-t-il, en pointant un bras vers l'autre côté du canyon. Le sentier que nous suivions serpentait à travers plusieurs sites archéologiques comportant les vestiges de villages construits il y a près de 11 siècles par les membres d'une mystérieuse tribu. Personne ne sait qui ils étaient ni d'où ils venaient. Ils n'ont laissé aucune trace de l'évolution de leur technologie au cours des âges. Ils sont apparus à un moment donné de l'histoire avec, en leur possession, une technologie plus avancée que celle qui existait en Amérique du Nord pendant tout un millénaire. Les indigènes modernes les appellent simplement les anciens. Avec ses constructions hautes de 4 étages, ses parfaites kivas de pierre, structure cérémoniale circulaire semi-enterrée, son vaste système d'irrigation et ses cultures sophistiquées, ce site semble avoir surgi de nulle part, et ceux qui l'ont construit ont disparu tout aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Ces anciens nous ont laissé très peu d'indices sur leur identité. Hormis l'art rupestre sur les parois du canyon, on n'a trouvé aucun vestige d'écriture. Le site ne comporte pas de cimetière et l'on n'y a trouvé aucune arme offensive. Pourtant, la preuve de leur existence est là. Des centaines d'habitations, réparties dans un canyon de 18 km de longueur et d'1,5 km de largeur, dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique. Je suis souvent allé marcher dans ce lieu, m'imprégnant de l'étrange beauté du paysage et m'efforçant de ressentir le passé. En cette fin d'après-midi d'octobre, le sage amérindien et moi sommes tous les deux venus dans ce coin isolé pour la même raison. Alors que nous partagions nos croyances sur les secrets que recèle encore ce site, mon nouvel ami me raconta une histoire. Il y a longtemps, notre monde était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait moins de gens et l'on vivait plus près de la terre. On connaissait le langage de la pluie, des récoltes et du grand créateur. On savait même parler aux étoiles et au peuple du ciel. On était conscient que la vie est sacrée et provient du mariage de la terre-mère et du ciel-père. À cette époque,
Il y avait un équilibre et les gens étaient heureux. Je sentis s'éveiller en moi quelque chose de très ancien, en entendant la douce voix de cet homme se répercuter sur les parois de grès autour de nous. Soudain, cette voix prit des accents de tristesse. « Il s'est alors produit quelque chose, dit-il. Personne ne sait vraiment pourquoi, mais les gens se sont mis à oublier qui ils étaient. Ils se sont alors sentis séparés de la terre, des autres, et même de celui qui les avait créés. Perdus, ils erraient dans la vie sans aucune direction. Ainsi séparés, ils croyaient qu'ils devaient combattre pour survivre dans ce monde, et qu'il leur fallait se défendre contre ces mêmes forces de vie avec lesquelles ils vivaient auparavant en harmonie et en lesquelles ils avaient confiance. Bientôt, ils employèrent toute leur énergie à se protéger de leur environnement, au lieu de faire la paix avec leur monde intérieur. Cette histoire éveilla aussitôt en moi des résonances. En écoutant cet homme, j'avais l'impression qu'il me décrivait les humains d'aujourd'hui. Notre civilisation, à l'exception de certaines cultures isolées qui ont conservé leurs traditions, est assurément davantage focalisée sur le monde qui l'entoure que sur le monde intérieur. Nous dépensons des centaines de millions de dollars annuellement pour nous défendre contre des maladies et pour tenter de contrôler la nature. Ce faisant, nous nous sommes peut-être éloignés davantage de l'équilibre avec la nature. Le sage amérindien avait réussi à capter mon attention. J'étais vraiment curieux de savoir où il voulait en venir avec son histoire. Même s'ils avaient oublié qui ils étaient, l'héritage de leurs ancêtres demeurait en eux, poursuivit-il. Ils en avaient encore le souvenir. La nuit, dans leurs rêves, ils savaient qu'ils possédaient le pouvoir de guérir leur corps, de faire tomber la pluie quand ils en avaient besoin, et de parler à leurs ancêtres. Ils savaient qu'ils pourraient retrouver leur place dans la nature. Tandis qu'ils essayaient de se rappeler qui ils étaient, ils commencèrent à construire à l'extérieur d'eux des choses qui leur rappelaient qui ils étaient à l'intérieur. Avec le temps, ils construisirent même des machines pour guérir, des produits chimiques pour faire pousser leurs récoltes et des réseaux de fils pour communiquer sur de longues distances. Plus ils s'éloignèrent de leur pouvoir intérieur, plus leur vie extérieure s'encombra de choses dont ils croyaient qu'elles pouvaient les rendre heureux. En l'écoutant, j'établissais l'inévitable parallèle entre les gens dont il me parlait et notre civilisation d'aujourd'hui. Celle-ci s'est enfoncée dans l'incapacité de créer un monde meilleur. Nous nous sentons si souvent impuissants en voyant nos êtres chers en proie à la douleur et aux dépendances. Nous nous croyons inaptes à soulager la souffrance causée par d'horribles maladies qu'aucun être vivant ne devrait subir. Nous ne pouvons qu'espérer la paix qui nous ramènera nos jeunes gens soumis à la terreur des champs de bataille à l'étranger. Et, ensemble, nous nous sentons insignifiants, en présence d'une menace nucléaire grandissante, tandis que le monde se divise selon les croyances religieuses, les races et les frontières. Il semble que plus nous nous éloignons de notre relation naturelle avec la terre, avec notre corps et avec Dieu, plus nous sommes vides. Nous tentons alors de combler ce vide intérieur par des choses. En regardant le monde de ce point de vue, je ne peux m'empêcher de penser au film de science-fiction Contact, où est exposé un dilemme semblable. Le conseiller scientifique du président examine le problème fondamental auquel fait face toute société technologique. Au cours d'un entretien télévisé, il demande si notre technologie a fait de nous une meilleure société, si elle nous a rapprochés les uns des autres ou si elle nous a séparés davantage. Le film n'apporte pas de réponse à cette question et le sujet à lui seul pourrait faire l'objet de tout un livre. Cependant, le conseiller présidentiel dans ce film a tout à fait raison de soulever la question du pouvoir que nous accordons à nos divertissements.
Quand les jeux vidéo, les films, les relations virtuelles en ligne et la communication électronique deviennent des substituts de la vie réelle et des rencontres face à face, c'est peut-être un signe que la société est en danger. Bien que les médias électroniques rendent sûrement la vie plus intéressante, ils constituent peut-être aussi des signaux avertisseurs, nous disant à quel point nous nous sommes éloignés de notre pouvoir de mener une existence riche, saine et signifiante. De plus, quand notre préoccupation est d'éviter la maladie plutôt que de vivre en santé, d'échapper à la guerre au lieu de collaborer à la paix, et de créer de nouvelles armes au lieu de vivre dans un monde où les conflits armés sont désuets, il est évident que la voie sur laquelle nous sommes engagés est celle de la survie. En ayant une telle attitude, personne n'est vraiment heureux, car personne ne gagne réellement. Quand on se rend compte que l'on vit ainsi, il faut absolument changer de cap. C'est précisément là l'objet de cet enregistrement, et voilà pourquoi je rapporte cette histoire. Comment l'histoire se termine-t-elle, demandai-je au sage. Les gens ont-ils retrouvé leur pouvoir et se sont-ils souvenus de qui ils étaient? Le soleil avait disparu derrière les parois du canyon, et je pouvais maintenant voir très bien cet homme à qui je parlais. Il avait la peau noircie. Ma question le fit sourire. Au bout d'un moment, il murmura « Nul ne le sait, car il n'est pas fini. Les gens qui se sont perdus, ce sont nos ancêtres. Et c'est nous qui écrivons la fin de l'histoire. Que pensez-vous qu'il est arrivé ?» Je n'ai revu cet homme que 2 fois en d'autres endroits de ce coin de pays, mais je pense à lui souvent. Quand je vois se dérouler les événements du monde, je me rappelle son histoire, et je me demande si nous la compléterons en cette vie-ci. Serons-nous, vous et moi, ceux qui se souviendront? Les implications de l'histoire racontée par le sage du canyon sont vastes. On croit communément que les anciennes civilisations étaient technologiquement moins avancées que la société moderne. S'il est vrai que ces peuples ne disposaient pas de notre science moderne pour régler leurs problèmes, ils avaient peut-être cependant quelque chose de mieux. Lorsque nous discutons avec des historiens et des archéologues qui gagnent leur vie en interprétant le passé, ce sujet donne généralement lieu à un débat passionné. S'ils étaient si avancés que vous le dites, où sont donc les preuves de leur technologie, demandent les experts. Où sont leurs grille-pains, leurs micro-ondes et leurs magnétoscopes? Je trouve extrêmement intéressant que l'on mette ainsi l'accent sur des objets construits par des individus quand il s'agit d'évaluer le développement d'une civilisation et la pensée sous-jacente à leur création. Il est vrai que nous n'avons jamais trouvé de téléviseur ni d'appareil photo numérique dans les vestiges archéologiques du sud-ouest américain, ni ailleurs non plus. Mais il faudrait peut-être se demander pourquoi. Se pourrait-il que ces anciennes civilisations, comme celles de l'Égypte, du Pérou ou du désert du sud-ouest américain, aient disposé d'une technologie si avancée qu'elles n'avaient nullement besoin ni de grille-pain ni de magnétoscope? Peut-être avaient-elles transcendé le besoin d'un monde extérieur complexe et encombré. Peut-être possédaient-elles une connaissance d'elles-mêmes leur procurant la technologie intérieure permettant de vivre autrement. Une connaissance que nous avons oubliée. Cette sagesse aurait pu leur donner tout ce dont elles avaient besoin pour vivre et se guérir d'une manière que nous comprenons à peine. Si c'est le cas, peut-être n'avons-nous pas besoin de chercher ailleurs que dans la nature qui nous sommes et quel est notre rôle réel dans la vie. Peut-être que le savoir le plus profond est déjà disponible dans les mystérieuses découvertes du monde quantique. Au cours du siècle dernier, les physiciens ont découvert que le matériau dont l'univers et nos corps sont constitués ne suit pas toujours les strictes lois de la physique considérées comme sacrées durant presque 3 siècles. En fait,
à la plus petite échelle de notre monde, les particules dont nous sommes faits enfreignent les règles selon lesquelles nous sommes séparés les uns des autres et limités dans notre existence. En fait, quand il s'agit des particules, tout semble interconnecté et infini. Ces découvertes portent à croire qu'il y a quelque chose en chacun de nous qui n'est pas limité par le temps, ni par l'espace, ni même par la mort. La conclusion qui ressort de ces découvertes, c'est que nous semblons vivre dans un univers non localisé où tout est toujours interconnecté. Dean Radin de l'Institut des sciences noétiques fut l'un des premiers à s'interroger sur le sens de notre vie dans un tel monde. La non-localisation, explique-t-il, signifie que des choses qui nous paraissent séparées ne le sont pas en réalité. Certains aspects, affirme-t-il, s'étendent au-delà de l'ici et maintenant et nous permettent de traverser tout l'espace-temps. Autrement dit, le nous qui vit dans notre corps physique n'est pas limité par la chair qui constitue ce dernier. Quel que soit le nom donné à ce mystérieux quelque chose, nous le possédons tous. Et le nôtre se mêle à celui de tous les autres dans ce champ d'énergie où baigne toute chose. On croit que ce champ est le filet quantique qui unit l'univers entier, le modèle énergétique et infiniment microscopique de tout, de la guérison du corps à l'établissement de la paix mondiale. Pour reconnaître notre véritable pouvoir, nous devons comprendre la nature et le fonctionnement de ce champ. Si les anciens de ce canyon du nord du Nouveau-Mexique ou de n'importe où dans le monde comprenaient le fonctionnement de cette partie oubliée de nous, il est tout à fait approprié que nous honorions le savoir de nos ancêtres et appliquions leur sagesse à notre époque. Sommes-nous réellement reliés à tout ce qui existe? La science moderne est en voie de résoudre l'un des plus grands mystères de tous les temps. Il n'en sera sans doute pas fait mention dans les bulletins de nouvelles télévisées, ni dans les grands journaux. Pourtant, après 7 décennies de recherche, ce domaine de la science que l'on appelle la nouvelle physique en arrive à une conclusion incontournable. Deuxième clé. Tout ce qui existe dans notre monde est relié à tout le reste. Voilà. Cette nouvelle-là change tout, car elle ébranle absolument les fondements de la science contemporaine. D'accord, direz-vous, mais nous avons déjà entendu ça. Qu'y a-t-il de nouveau dans cette conclusion? Que signifie réellement le fait d'être ainsi connecté? Ce sont là des questions très pertinentes et leurs réponses vous surprendront. Ce qu'il y a de nouveau dans ces découvertes par rapport à ce que nous croyions auparavant, c'est que l'on ne se contente pas de nous dire que cette connexion existe. Auparavant, avec des expressions techniques telles que dépendance sensitive à des conditions initiales ou effet papillon, et des théories laissant entendre que ce que nous faisons ici exerce un effet là-bas, nous pouvions vaguement observer cette connexion dans notre vie. Les nouvelles expériences nous mènent cependant beaucoup plus loin. En plus de prouver que nous sommes liés à tout, la recherche démontre maintenant que la connexion existe à cause de nous. Notre connexion nous donne le pouvoir d'orienter notre vie comme nous le souhaitons. Qu'il s'agisse de notre quête d'amour, de la guérison de nos proches ou de la réalisation de nos plus profondes aspirations, nous faisons partie intégrante de tout ce que nous expérimentons quotidiennement. Puisque ces découvertes nous démontrent que nous pouvons utiliser notre connexion consciemment, il en découle que nous pouvons puiser à même le pouvoir qui anime l'univers entier. Par l'unité qui vit en chacun de nous, tous les humains de cette planète sont liés directement à cette même force qui crée toute chose, des atomes aux étoiles, jusqu'à l'ADN de la vie.
Un détail essentiel toutefois. Ce pouvoir est dormant et nous devons l'éveiller. Pour ce faire, il nous faut modifier légèrement notre vision de nous-mêmes dans le monde. Nous pouvons, grâce à un petit changement de perception, puiser à la plus grande force de l'univers pour résoudre les situations les plus difficiles. Cela se produit quand nous acceptons de voir différemment notre rôle dans le monde. Comme l'univers nous semble vraiment énorme, presque trop vaste pour notre pensée, commençons par nous voir différemment dans la vie quotidienne. Le petit changement dont nous avons besoin, c'est de nous voir comme une partie du monde plutôt que séparée de lui. Pour être convaincus que nous ne faisons vraiment qu'un avec tout ce que nous voyons et expérimentons, nous devons comprendre comment nous y sommes liés et ce que signifie cette connexion. Troisième clé. Pour puiser à même la force de l'univers, nous devons nous voir comme une partie du monde plutôt que séparée de lui. Par la connexion qui unit toutes choses, le matériau dont est fait l'univers, des ondes et des particules d'énergie, semble violer les règles du temps et de l'espace que nous connaissons. Bien que les détails fassent songer à de la science-fiction, ils sont très réels. Par exemple, on a observé des particules de lumière, des photons, se bilocaliser, c'est-à-dire se retrouver à deux endroits distants de plusieurs kilomètres, exactement au même instant. Qu'il s'agisse de notre ADN ou des atomes constituant toute chose, les objets de la nature paraissent partager de l'information plus rapidement que la vitesse maximale prédite par Albert Einstein, celle de la lumière. Au cours de certaines expériences, les données sont même parvenues à destination avant d'avoir quitté leur lieu d'origine. On a toujours considéré de tels phénomènes comme des impossibilités. Pourtant, non seulement ils sont apparemment possibles, mais ils nous montrent peut-être quelque chose de plus que d'intéressantes anomalies de petites unités de matière. La liberté de mouvement dont fait preuve les particules quantiques révèle peut-être comment fonctionne le reste de l'univers quand nous regardons au-delà de nos connaissances de la physique. Bien que ces résultats semblent appartenir au scénario d'un épisode de la série télévisée Star Trek, ils sont maintenant observés par des scientifiques d'aujourd'hui. Individuellement, les expériences qui produisent de tels effets sont certainement fascinantes et méritent qu'on s'y intéresse. Prises dans l'ensemble, cependant, elles indiquent aussi que nous ne sommes peut-être pas autant limités par les lois de la physique que nous le croyons. Peut-être que les choses peuvent voyager plus vite que la lumière, et peut-être qu'elles peuvent être à deux endroits à la fois. Et si elles le peuvent, le pouvons-nous? Ce sont précisément ces possibilités qui captivent les innovateurs et excitent notre imagination. C'est par la combinaison de l'imagination, l'idée que quelque chose pourrait être, et d'une émotion qui donne la vie à une possibilité, que celle-ci devient réalité. La manifestation commence par la volonté d'admettre dans nos croyances quelque chose qui prétendument n'existe pas. Nous créons ce quelque chose par la force de la conscience. Le poète anglais William Blake reconnaissait le pouvoir de l'imagination comme l'essence de notre existence, non comme quelque chose dont nous faisons simplement l'expérience à l'occasion, dans nos temps libres. L'homme est imagination, disait-il. Il précisait même ainsi: le corps éternel de l'homme est l'imagination, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le poète et philosophe John Mackenzie a expliqué davantage notre relation avec l'imagination dans les termes suivants. On ne peut pas maintenir très bien la distinction entre le réel et l'imaginaire, car tout ce qui existe est imaginaire. Selon ces deux citations, les événements concrets de la vie doivent d'abord être vus comme des possibilités avant de pouvoir devenir des réalités. Cependant, pour que des idées imaginaires d'un moment du temps
deviennent la réalité d'un autre moment du temps, ces deux moments doivent être liés par quelque chose. Il doit donc y avoir dans le tissu de l'univers une connexion entre les imaginations passées et les réalités présentes ou futures. Einstein croyait fermement que le passé et le futur étaient intimement liés dans la quatrième dimension, une réalité qu'il appelait espace-temps. La distinction entre le passé, le présent et le futur, disait-il, n'est qu'une illusion bêtement persistante. Ainsi, nous découvrons et commençons à peine à comprendre que nous sommes connectés non seulement à tout ce que nous voyons aujourd'hui dans notre vie, mais aussi à tout ce qui a déjà existé, de même qu'à des choses qui n'existent pas encore. En outre, ce dont nous faisons l'expérience maintenant est le résultat d'événements qui se sont produits, au moins en partie, dans une sphère de l'univers qui nous est invisible. Les implications de cette relation sont énormes. Dans un monde où un champ énergétique intelligent relie toute chose, de la paix globale à la guérison personnelle, ce qui autrefois passait pour miraculeux ou fantastique devient soudain possible dans notre vie. Ayant à l'esprit cette connexion, nous devons maintenant considérer d'une toute nouvelle manière notre rapport à la vie, à notre famille et même à nos relations fortuites. Que nos expériences soient bonnes ou mauvaises, on ne peut plus les écarter comme des événements accidentels, qu'elles soient porteuses de la plus grande joie comme de la plus horrible souffrance humaine. Il est évident que le secret de la guérison, de la paix, de l'abondance, ainsi que de la création d'expériences, de carrières et de relations qui nous rendent heureux, réside dans la compréhension de notre connexion profonde à tout ce qui existe dans notre réalité. La recherche de la matrice. Je me souviens de la première fois où j'ai parlé de cette connexion à mon ami indigène rencontré dans le canyon. L'ayant croisé par hasard dans un marché local, je lui fis part avec enthousiasme d'une information que je venais tout juste de lire dans un communiqué de presse. On avait découvert un nouveau champ d'énergie, un champ unifiant, différent de toute énergie connue. C'est ce champ d'énergie qui unit tout, m'exclamai-je. Il nous unit au monde, il nous connecte les uns aux autres et nous relie même à l'univers au-delà de la Terre, tout comme nous en avons parlé l'autre jour. À sa manière typique, mon ami se tut pendant quelques secondes par respect pour mon enthousiasme, puis il respira profondément et répliqua avec sa franchise coutumière « Donc vous avez découvert que tout est lié. C'est ce que notre peuple affirme depuis toujours. Il est bon que votre science s'en soit également aperçue. S'il est exact qu'un champ d'énergie intelligent joue un rôle aussi important dans le fonctionnement de l'univers, pourquoi ne l'avons-nous pas découvert plus tôt? Nous venons tout juste de sortir du XXe siècle, une époque que les historiens considéreront sans doute comme l'une des plus remarquables de toute l'histoire. En une seule génération, nous avons réussi à libérer l'énergie atomique, à emmagasiner dans une puce informatique une bibliothèque de la grosseur d'un quartier, et à séquencer le génome humain. Comment aurions-nous pu accomplir toutes ces prouesses scientifiques et en même temps passer à côté de la plus grande découverte de toutes, celle qui donne accès au pouvoir de la création lui-même? La réponse vous étonnera. En fait, il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont tenté de régler la question de savoir si nous étions connectés ou non par un champ énergétique intelligent. Ils ont voulu prouver une fois pour toutes l'existence ou la non-existence de ce champ. L'idée était louable, mais un siècle plus tard, nous nous remettons à peine de l'interprétation qui fut faite de cette célèbre expérience. Il en résulta que pendant presque tout le XXe siècle, si des scientifiques osaient faire allusion dans les salles de cours ou les amphithéâtres universitaires à un champ énergétique unifiant reliant toutes choses dans l'espace vide, on se moquait d'eux. À quelques exceptions près, l'idée
n'était même pas acceptée, ni même permise dans les discussions scientifiques sérieuses. Ce ne fut cependant pas toujours le cas. Bien que ce qui unit l'univers demeure un mystère, on a souvent tenté de lui attribuer un nom avant d'en reconnaître l'existence. Dans les sutras bouddhistes, par exemple, le royaume du grand dieu Indra est décrit comme le lieu d'origine de la toile qui unit tout l'univers. Très loin dans la résidence céleste du grand dieu Indra, un merveilleux filet a été suspendu par un habile artificier, de manière à s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Dans la cosmogonie des Hopis, le présent cycle de notre monde a commencé il y a longtemps, quand la grand-mère araignée a émergé du vide. Elle s'est aussitôt empressée de tisser la grande toile qui relie toutes choses, créant ainsi le lieu où ses enfants vivraient. Depuis les anciens Grecs, ceux qui ont cru à un champ d'énergie universel reliant toutes choses le nommaient simplement l'éther. Dans la mythologie grecque, l'éther constituait l'essence de l'espace lui-même et il était l'air respiré par les dieux. Pour Pythagore et Aristote, il était le mystérieux cinquième élément de la création après les 4 éléments traditionnels: le feu, l'air, l'eau et la terre. Plus tard, les alchimistes ont continué à utiliser la terminologie des Grecs pour décrire notre monde. Cette terminologie a perduré jusqu'à la naissance de la science moderne. À l'encontre de l'opinion traditionnelle de la plupart des scientifiques d'aujourd'hui, certains des plus grands esprits de l'histoire non seulement croyaient à l'existence de l'éther, mais ils sont allés encore plus loin. Ils ont dit que l'éther était nécessaire au fonctionnement des lois de la physique. Au XVIIe siècle, Sir Isaac Newton, le père de la science moderne, employa le mot éther pour décrire une substance invisible imprégnant l'univers entier et qu'il croyait responsable de la gravité ainsi que de toutes les sensations du corps. Il le concevait comme un esprit vivant, même s'il reconnaissait que le matériel pouvant en démontrer l'existence n'était pas disponible à son époque. Il fallut attendre le XIXe siècle pour que James Clerk Maxwell, qui proposa la théorie électromagnétique, offre formellement une description scientifique de l'éther unissant toutes choses. Il le décrivit comme une substance matérielle plus subtile que les corps visibles et censée exister dans ces parties de l'espace apparemment vides. Au début du XXe siècle, certains des esprits scientifiques les plus respectés utilisaient encore l'ancienne terminologie pour désigner l'essence qui remplit l'espace vide. Ils concevaient l'éther comme une substance réelle ayant une consistance se situant quelque part entre la matière physique et l'énergie pure. Ils en déduisaient que c'était grâce à l'éther que les ondes lumineuses pouvaient se déplacer d'un point à un autre dans ce qui paraissait un espace vide. Je ne peux que considérer l'éther vraisemblablement le siège d'un champ électromagnétique avec son énergie et ses vibrations comme investi d'une certaine substantialité, quelque différent qu'il soit de toute matière ordinaire, déclara le prix Nobel de physique Hendrik Lorentz en 1906. Ce sont les équations de Lorentz qui ont servi à Einstein pour développer sa théorie révolutionnaire de la relativité. Même après que ces théories eurent semblé écarter le besoin de l'existence de l'éther dans l'univers, Einstein lui-même croyait que l'on découvrirait quelque chose qui expliquerait ce qui occupe le vide de l'espace. Il dit « L'espace est impensable sans l'éther ». Tout comme Lorentz et les anciens Grecs qui considéraient cette substance comme le conduit servant au déplacement des ondes, Einstein affirma que l'éther était nécessaire à l'existence des lois de la physique. Dans un tel espace, sans éther, non seulement la lumière ne se propagerait pas, mais les normes de l'espace et du temps
ne pourrait absolument pas exister. Bien que d'un côté, Einstein sembla reconnaître la possibilité de l'existence de l'éther, de l'autre il disait que l'on ne devrait pas concevoir l'éther comme une énergie au sens habituel du terme. On ne peut attribuer à l'éther la qualité caractéristique d'un médium pondérable, constitué de parties, de particules pouvant être repérées dans le temps. Il affirmait ainsi que l'existence de l'éther, en raison de sa nature non conventionnelle, était toujours compatible avec ses propres théories. Aujourd'hui, la simple mention du champ éthérique déclenche encore un débat sur son existence. Du même coup, cela rappelle la célèbre expérience qui devait prouver une fois pour toutes l'existence ou la non-existence de ce champ. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de recherche, le résultat suscita plus de questions et de controverses qu'il n'en régla. Le meilleur échec expérimental de l'histoire. L'expérience sur l'éther effectuée il y a plus d'un siècle porte le nom des deux scientifiques qui l'ont menée, Albert Michelson et Edward Morley. L'unique but de cette expérience était de déterminer si ce mystérieux éther de l'univers existait réellement. Destinée à vérifier les résultats d'une expérience similaire effectuée en 1881, elle fut le centre d'intérêt de la communauté scientifique qui se rassembla dans le laboratoire de l'actuelle Case Western Reserve University en 1887. Finalement, ses conséquences furent plus importantes que n'auraient pu le prévoir ces grands esprits de la fin du XIXe siècle. Certes, la théorie à l'origine de l'expérience était innovatrice. Michelson et Morley supposaient que si l'éther existait, ce devait être une énergie omniprésente et immobile. Et si c'était le cas, le passage de la Terre à travers ce champ dans l'espace devait créer un mouvement mesurable. Tout comme nous sommes capables de déceler l'existence de l'air qui fait onduler un vaste champ de blé, nous devrions aussi pouvoir déceler le vent de l'éther. Michelson et Morley ont nommé ce phénomène hypothétique le vent éthérique. Les pilotes d'avion savent que si leur véhicule vole dans le même sens que le courant atmosphérique, ils mettront moins de temps à passer d'un endroit à un autre. Cependant, quand un avion voyage à contre-courant, le vol est difficile et la résistance du vent peut le faire durer quelques heures de plus. Michelson et Morley se sont dit que s'ils projetaient un rayon de lumière dans deux directions simultanément, la différence de temps qu'ils mettraient pour atteindre leur destination respective indiquerait aux expérimentateurs la présence et le mouvement du vent éthérique. Bien que cette expérience fût une excellente idée, ses résultats ont étonné tout le monde. L'équipement utilisé pour l'expérience de Michelson-Morley ne détecta aucun vent éthérique. N'ayant découvert que l'absence de ce vent, les expériences de 1881 et de 1887 semblaient conduire à la même conclusion. L'éther n'existe pas. Michelson interpréta ainsi dans le prestigieux American Journal of Science les résultats de ce qui fut appelé l'expérience négative la mieux réussie de l'histoire. Le résultat de la démonstration de l'hypothèse d'un champ éthérique stationnaire étant négatif, il s'ensuit nécessairement que cette hypothèse était erronée. Bien que l'on puisse voir cette expérience comme un échec en ce qui concerne la preuve de l'existence de l'éther, elle a démontré en réalité que le champ éthérique ne se comporte peut-être pas comme les scientifiques s'y attendaient au départ. Ce n'est pas parce que l'on n'a détecté aucun mouvement que l'éther n'était pas présent. Par analogie, si vous tenez un doigt au-dessus de votre tête pour voir s'il y a du vent et que vous en concluez que l'air n'existe pas parce que vous n'avez senti aucun vent, votre réflexion s'apparentera beaucoup à celle qui a conduit aux conclusions de l'expérience de 1887. En acceptant cette expérience comme la preuve que l'éther n'existe pas, les scientifiques modernes opèrent avec la présomption que les choses de notre univers sont indépendantes les unes des autres. Ils acceptent
que les actes accomplis par un individu dans une partie du monde n'exercent aucun effet sur un autre individu situé de l'autre côté de la planète. Disons que cette expérience a servi de base à une vision du monde qui a exercé une influence profonde sur notre vie et sur la planète entière. En conséquence de cette pensée, nous gouvernons nos nations, faisons fonctionner nos villes, testons nos bombes atomiques et épuisons nos ressources, en croyant que ce que nous faisons quelque part n'a pas de conséquences nulle part ailleurs. Depuis 1887, nous avons établi le développement de toute une civilisation sur la croyance que tout est séparé du reste, une prémisse dont des expériences plus récentes ont démontré la fausseté. Aujourd'hui, plus d'un siècle après l'expérience originale, de nouvelles études semblent indiquer que l'éther, ou quelque chose qui s'y apparente, existe vraiment, mais sous une autre forme que celle à laquelle s'attendaient Michelson et Morley. Croyant que ce champ devait être immobile et constitué d'électricité magnétique, tout comme les autres formes d'énergie découvertes au milieu du XIXe siècle, ils cherchaient l'éther comme s'il se fût agi d'une forme d'énergie conventionnelle. L'éther est toutefois loin d'être conventionnel. En 1986, la revue Nature a publié un modeste rapport titré simplement « La relativité spéciale ». Ces implications ébranlent les fondements de l'expérience de Michelson-Morley ainsi que toutes nos croyances sur notre connexion au monde. On y décrivit une expérience menée par le scientifique Silvertooth et commanditée par la US Air Force. Refaisant l'expérience de 1887 avec un équipement plus sensible, Silvertooth rapportait qu'il avait repéré un mouvement du champ éthérique. De plus, ce mouvement était précisément lié à celui de la Terre dans l'espace, tout comme il l'avait prévu. Cette expérience, ainsi que d'autres qui l'ont suivie, semble indiquer que l'éther existe bel et bien, tout comme Planck l'avait affirmé en 1944. Bien que des expériences modernes continuent d'indiquer l'existence du champ, il est certain qu'on ne l'appellera plus jamais éther. Dans les milieux scientifiques, sa simple mention fait surgir des mots comme pseudoscience et ineptie. Comme nous le verrons au chapitre 2, l'existence d'un champ d'énergie universel imprégnant notre monde est désormais conçue en des termes très différents. Les expériences qui prouvent l'existence de ce champ sont si récentes que l'on n'a pas encore choisi de nom particulier pour le désigner. Quel que soit le mot qui sera retenu, toutefois, il est évident que quelque chose interconnecte tout ce qui existe dans notre monde et au-delà, et nous affecte donc d'une manière que nous comprenons à peine. Mais comment est-on passé ainsi à côté de cet élément si essentiel à la compréhension du fonctionnement de l'univers? La réponse à cette question est au cœur même de la quête qui a créé la plus intense controverse parmi les grands esprits des 2 siècles derniers. Un débat orageux qui se poursuit encore de nos jours. Ce qui est en jeu, c'est notre vision du rôle que nous jouons dans le monde, ainsi que notre interprétation de cette vision. Le secret, c'est que l'énergie qui interconnecte tout dans l'univers fait aussi partie de ce qu'elle interconnecte. Au lieu de révéler le champ comme quelque chose de séparé de la réalité quotidienne, les expériences nous montrent que le monde visible s'identifie à lui, comme si la couverture de la divine matrice s'étendait dans tout l'univers et que par moments elle se pliait ici et là pour créer un rocher, un arbre, une planète ou une personne que nous reconnaissons. Finalement, toutes ces choses ne sont que des plis dans le champ. Ce changement de conception, subtil mais considérable, est ce qui permet de puiser au pouvoir de la divine matrice dans notre vie. Pour ce faire, cependant,
nous devons comprendre pourquoi les scientifiques voient aujourd'hui le monde comme ils le voient. Une brève histoire de la physique, des règles différentes pour des mondes différents. La science est simplement un langage servant à décrire la nature ainsi que notre relation avec elle et avec l'univers. Et elle n'est qu'un langage. D'autres, l'alchimie et la spiritualité par exemple, furent utilisés longtemps avant l'apparition de la science moderne. Ils n'étaient peut-être pas aussi sophistiqués, mais ils s'avéraient efficaces. Je suis toujours étonné lorsque quelqu'un me demande ceci. Que faisait-on avant que la science existe? Savait-on quelque chose de notre monde? La réponse est un oui retentissant. On savait beaucoup de choses à propos de l'univers. Ce que l'on savait fonctionnait si bien que l'on disposait ainsi d'une structure complète pour comprendre tout, depuis les origines de la vie. Pourquoi nous tombons malades et comment y remédier, ou comment calculer les cycles du Soleil, de la Lune et des étoiles. Même si cette connaissance n'était évidemment pas formulée dans le langage technique auquel nous sommes habitués, elle fournissait une explication satisfaisante du comment et du pourquoi des choses, si satisfaisante en fait que la civilisation a pu exister durant 5 millénaires sans s'appuyer sur la science que nous possédons aujourd'hui. On fait généralement débuter l'ère scientifique au XVIIe siècle. C'est en juillet 1687 qu'Isaac Newton officialisa les mathématiques qui décrivent notre monde quotidien dans son ouvrage Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, principe mathématique de la philosophie naturelle. Pendant plus de 2 siècles, les observations de Newton sur la nature ont constitué le fondement de la science appelée à ce jour physique classique. Avec les théories de Maxwell sur l'électricité et le magnétisme à la fin du XIXe siècle, ainsi que la théorie d'Einstein sur la relativité au début du XXe siècle, la physique classique a connu d'énormes succès, parvenant à expliquer les phénomènes du monde visible, comme le mouvement des planètes ou celui des pommes qui tombent des arbres. Elle nous a si bien servi que nous avons pu calculer les orbites de nos satellites et même envoyer un homme sur la Lune. Au début du XXe siècle, cependant, les progrès de la science ont révélé un endroit de la nature où les lois de Newton ne fonctionnaient guère, le monde très petit de l'atome. Auparavant, nous n'avions tout simplement pas la technologie nécessaire pour pénétrer dans le monde subatomique ou pour observer le comportement des particules pendant la naissance d'une étoile dans une lointaine galaxie. Dans les deux domaines, l'infiniment grand et l'infiniment petit, les scientifiques se mirent à voir des choses que la physique traditionnelle ne pouvait expliquer. Il fallut développer un autre genre de physique avec des règles pouvant expliquer ce qui fait exception à notre monde quotidien, les choses qui se produisent en physique quantique. La définition de la physique quantique est incluse dans son nom. Quantum signifie une quantité déterminée d'énergie électromagnétique. Il s'agit donc du matériau dont est constitué notre monde quand nous le réduisons à son essence. Les physiciens quantiques ont découvert très tôt que ce qui nous paraît un monde solide ne l'est pas du tout en réalité. L'analogie suivante nous aide à comprendre pourquoi. Quand nous sommes au cinéma, nous savons que l'histoire qui se déroule à l'écran est une illusion. L'idylle ou la tragédie qui nous émeut est en réalité le résultat de plusieurs images fixes projetées en une succession très rapide pour créer l'impression d'une histoire continue. Tandis que nos yeux voient ces images cadre par cadre, notre cerveau les unit en un mouvement que nous percevons comme ininterrompu. Les physiciens quantiques croient que notre monde fonctionne à peu près de la même façon. Par exemple, l'essai d'un joueur de football ou le triple axel d'une patineuse artistique que nous voyons au petit écran
sont en réalité, en termes quantiques, une série d'événements individuels qui se suivent très rapidement. De la même façon que plusieurs images qui s'enchaînent rendent un film si réel, la vie se produit en de minuscules jaillissements de lumière appelés quanta. Les quantas de la vie se produisent si rapidement que, à moins que notre cerveau se soit entraîné à fonctionner différemment, comme dans certaines formes de méditation, il partage simplement les pulsations de manière à créer l'action ininterrompue que nous voyons chez le footballeur ou la patineuse. La physique quantique est donc l'étude de ce qui se passe à très petite échelle des forces que sous-entendent notre monde physique. La différence de fonctionnement entre le monde quantique et le monde de tous les jours a créé deux écoles de pensée parmi les physiciens contemporains, l'école classique et l'école quantique. Chacune a ses propres théories. Le grand défi, c'est d'unir ces deux pensées très différentes en une seule vision de l'univers, une théorie unifiée. Pour ce faire, il faut que quelque chose remplisse l'espace que nous concevons comme vide. Mais qu'est-ce qui pourrait bien l'occuper, cet espace? Je vous résume la longue quête d'une théorie unifiée. 1687, la physique newtonienne. Isaac Newton publie ses lois du mouvement, inaugurant ainsi la science moderne. Selon cette vision, l'univers est un énorme système mécanique où l'espace et le temps sont absolus. 1867. La physique de la théorie des champs. James Clerk Maxwell propose l'existence de forces que la physique de Newton ne peut expliquer. Ses recherches, ainsi que celles de Michael Faraday, conduisent à la découverte que l'univers est composé de champs d'énergie en interaction mutuelle. 1900. La physique quantique. Max Planck publie sa théorie décrivant le monde comme des jaillissements d'énergie appelés quanta. Des expériences au niveau quantique montrent que la matière existe en tant que probabilité et tendance, non en tant que chose absolue, ce qui semble indiquer que la réalité n'est pas aussi réelle ou solide qu'on le croit. 1905. La physique de la relativité. La vision de l'univers proposée par Albert Einstein bouleverse la physique newtonienne. Il affirme que le temps est relatif plutôt qu'absolu. Selon cette théorie, le temps et l'espace ne peuvent être séparés et forment ensemble une quatrième dimension. 1970. La physique de la théorie des cordes. Les physiciens découvrent qu'une théorie décrivant l'univers comme de minuscules cordes d'énergie en vibration peut expliquer les observations faites dans le monde quantique comme dans le monde de tous les jours. Cette théorie est acceptée formellement en 1984 par la communauté générale des physiciens comme un pont pouvant unir toutes les autres théories. Et prochainement, la théorie physique unifiée, revue et corrigée. Un jour, les physiciens découvriront une façon d'expliquer la nature holographique de ce que nous observons dans l'univers quantique, aussi bien que ce que nous voyons dans notre monde quotidien. Ils formuleront des équations qui unifieront leurs explications en une histoire cohérente. Qu'y a-t-il dans l'espace vide? Au tout début du film Contact, le personnage principal, le docteur Arroway, interprété par Jodie Foster, pose à son père la question qui deviendra le leitmotiv du film. Sommes-nous seuls dans l'univers? La réponse de son père devient son critère de vérité pour la vie. Quand elle se trouve dans une situation particulièrement délicate, se demandant par exemple si elle doit s'engager dans une relation amoureuse ou encore faire confiance à son expérience dans l'univers lointain où elle est transportée. Ces paroles de son père la guident. Il lui avait simplement répondu que si nous étions seuls dans l'univers, il y avait là
un énorme gaspillage d'espace. Pareillement, si nous croyons que l'espace entre deux objets est vide, il y a là aussi un énorme gaspillage. Les scientifiques croient que plus de 90% du cosmos manque et nous paraît un espace vide. Cela signifie que de tout l'univers tel que nous le connaissons, 10% seulement est occupé. Croyez-vous vraiment qu'il n'existe que 10% de la création que nous occupons? Et qu'y a-t-il dans l'espace que nous identifions comme du vide? S'il est vraiment vide, il faut alors répondre à la question suivante. Comment voyagent d'un endroit à un autre les ondes d'énergie qui transmettent tout, de nos appels par téléphone cellulaire à la lumière qui nous permet de lire? Tout comme l'eau transporte les ondulations créées par la pierre qu'on y jette, il doit exister quelque chose qui transporte d'un point à un autre les vibrations de la vie. Si c'est bien le cas, cependant, nous devons rejeter l'un des principaux dogmes de la science moderne, la croyance que l'espace est vide. Lorsque nous aurons résolu le mystère de la nature de l'espace, nous aurons fait un grand pas vers la compréhension de notre propre nature et de notre relation au monde. Comme nous le verrons plus loin, cette question est vieille comme l'humanité. De plus, nous découvrirons que nous avons toujours détenu la réponse. Cette impression d'être connectés les uns aux autres ainsi qu'à notre monde et à l'univers est une constante depuis l'histoire aborigène gravée dans les falaises d'Australie, que l'on croit maintenant âgée de plus de 20 000 ans, aux fresques des temples de l'Égypte ancienne ou à l'art rupestre du sud-ouest américain. Même si cette croyance semble aujourd'hui plus forte que jamais, la nature précise de ce qui nous unit demeure controversée. Pour que nous soyons connectés, il faut absolument que quelque chose qui effectue cette connexion existe. Les poètes, les philosophes, les scientifiques et tous ceux qui cherchent des réponses au-delà des idées convenues ont le sentiment qu'il y a réellement quelque chose dans ce vide que nous appelons l'espace. Le physicien Conrad Finnegan a soulevé un point essentiel ayant trait à la signification de l'espace lui-même. Imaginez ce qui arriverait si l'on faisait disparaître l'espace qui sépare la matière. Tout l'univers se réduirait au volume d'un grain de poussière. C'est l'espace qui empêche toute chose de se trouver à la même place. L'anthropologue Louis Leakey a affirmé ceci. Nous ne pouvons avancer vraiment si nous ne comprenons pas qui nous sommes. Je crois qu'il y a beaucoup de vrai dans cette affirmation. C'est la vision que nous avons eue de nous-mêmes par le passé, qui nous a conduits où nous sommes aujourd'hui. Le temps est venu de renouveler cette vision en la dotant d'une plus grande potentialité. C'est peut-être notre réticence à accepter que l'espace soit occupé par une force intelligente et que nous faisions partie de cet espace qui nous a empêchés de comprendre qui nous sommes et comment l'univers fonctionne vraiment. Au XXe siècle, la science moderne a peut-être découvert ce qui se trouve dans l'espace vide, un champ énergétique différent de toute autre forme d'énergie. Comme le suggère la toile d'Indra et l'éther de Newton, cette énergie semble exister partout et toujours depuis le début des temps. Au cours d'une conférence donnée en 1928, Albert Einstein a dit ceci. Selon la théorie générale de la relativité, on ne peut concevoir l'espace sans l'éther. Autrement, non seulement la lumière ne pourrait s'y propager, mais aucune norme spatiale ne pourrait exister. Max Planck a affirmé que l'existence du champ laisse supposer qu'une intelligence est responsable de l'existence de notre monde physique. Nous devons présumer, sous cette force que nous percevons comme matière, l'existence d'un esprit intelligent et conscient. Il concluait ainsi, « Cet esprit est la matrice de toute matière. »
La queue du lion d'Einstein. Que nous parlions du fossé cosmique existant entre les lointaines étoiles et galaxies, ou bien du micro-espace entre les bandes d'énergie qui forment un atome, nous percevons ordinairement comme vide l'espace contenu entre les choses. Quand nous disons que quelque chose est vide, nous entendons par là qu'il n'y a rien, absolument rien à cet endroit. Il ne fait aucun doute que ce que nous appelons l'espace paraît vide. Mais dans quelle mesure l'est-il? Si l'on y pense bien, que serait le monde si l'espace entre les choses était vraiment vide de tout? D'abord, nous savons qu'il est probablement impossible de découvrir un tel espace vide dans le cosmos pour la simple raison que la nature a horreur du vide, comme le veut le dicton. Si toutefois nous pouvions nous transporter par magie dans un tel espace vide, à quoi ressemblerait la vie? Tout d'abord, cet endroit serait très sombre. Même si nous y allumions une lampe de poche, par exemple, sa lumière ne voyagerait nulle part, car les ondes lumineuses n'auraient aucun support pour traverser l'espace. C'est comme si nous jetions une pierre dans un étang asséché et cherchions à voir les ondulations à la surface. La pierre tomberait au fond, tout comme s'il y avait de l'eau, mais il n'y aurait pas d'ondulation, puisqu'elle n'aurait aucun médium pour se propager. Précisément, pour cette même raison, ce monde hypothétique serait également très tranquille, car le son aussi a besoin d'un médium pour voyager. En fait, pratiquement aucune forme d'énergie connue, qu'il s'agisse du mouvement du vent ou de la chaleur du soleil, ne pourrait exister, car les champs magnétiques, électriques et de rayonnement, et même les champs gravitationnels, n'auraient pas la même signification dans un monde où l'espace serait vraiment vide de tout. Heureusement, nous n'avons pas à spéculer sur ce que serait ce monde, puisque l'espace qui nous entoure n'est pas vide. Quel que soit le nom que nous lui donnons et quelle que soit la définition qu'en donnent la science et la religion, il est évident qu'il existe un champ ou une présence constituant ce grand filet qui interconnecte toute la création et nous lie au pouvoir supérieur d'un monde plus grand. Au début du XXe siècle, Einstein a fait allusion à cette force mystérieuse dont il tenait l'existence pour certaine dans l'univers visible nous entourant. La nature ne nous montre que la queue du lion, affirma-t-il, laissant entendre que la réalité était davantage que ce que nous en voyons de notre point de vue cosmique particulier. Avec une beauté et une éloquence typiques de sa vision de l'univers, il développa ainsi son analogie du cosmos. Je ne doute pas que la queue appartienne au lion, même s'il ne peut se révéler en entier en raison de sa taille énorme. Dans des écrits ultérieurs, il alla plus loin en affirmant que, qui que nous soyons, et quel que soit notre rôle dans l'univers, nous sommes tous assujettis à un pouvoir supérieur. Les humains, les légumes, la poussière cosmique, tous dansent sur une musique mystérieuse jouée au loin par un cornemuseur invisible. Par cette déclaration sur l'existence d'une intelligence sous-jacente à la création, Planck avait décrit l'énergie du lion d'Einstein. Ce faisant, il déclencha une controverse qui se poursuit encore de nos jours avec plus d'intensité que jamais. Au milieu de cette controverse, les vieilles idées sur ce dont est fait notre monde et la réalité de l'univers ont été jetées par-dessus bord. Il y a plus d'un demi-siècle, le père de la théorie quantique nous a dit que tout est interconnecté par une énergie très réelle, bien que non conventionnelle. La connexion à la source, l'intrication quantique. Depuis que Planck a présenté ses équations de la physique quantique au début du XXe siècle, plusieurs théories ont été déployées et de nombreuses expériences ont été effectuées qui semblent prouver précisément cette idée.
plus petits niveaux de l'univers, les atomes et les particules subatomiques se comportent comme s'ils étaient interconnectés. Le problème, c'est que les scientifiques ne savent pas si le comportement qu'ils observent à une si petite échelle a une signification quelconque pour les plus grandes réalités de notre quotidien. Si c'est le cas, les découvertes indiquent alors que les étonnantes technologies de la science-fiction seront peut-être bientôt une réalité de notre monde. En 2004, des physiciens allemands, chinois et autrichiens ont publié des rapports ressemblant davantage à de la littérature fantastique qu'à une expérience scientifique. Dans Nature, ils ont annoncé les premières expériences documentées de téléportation à destination ouverte, c'est-à-dire l'envoi d'une information quantique sur une particule, son empreinte énergétique, à divers endroits en même temps. Autrement dit, le processus s'apparente au télécopiage d'un document en détruisant l'original. D'autres expériences ont réalisé des prouesses tout aussi impossibles, telles la transmission de particules d'un endroit à un autre en bilocation. Bien que chacune de ces expériences semble différente des autres, elles ont tout un dénominateur commun qui conduit à une conclusion plus importante. Pour qu'elles puissent avoir lieu, il doit exister un médium, c'est-à-dire quelque chose à travers quoi les particules peuvent se déplacer. Là réside sans doute le plus grand mystère des temps modernes depuis que la physique conventionnelle affirme que ce médium n'existe pas. En 1997, les journaux scientifiques du monde entier ont publié le compte-rendu de quelque chose qui, selon les scientifiques traditionnels, n'aurait jamais dû se produire. Une expérience effectuée à l'Université de Genève en Suisse sur la matière de notre monde, soit les particules de lumière appelées photons, et dont les résultats continuent d'ébranler les fondements de la sagesse conventionnelle, fut rapportée à plus de 3400 journalistes, éducateurs, scientifiques et ingénieurs de plus de 40 pays. Spécifiquement, les scientifiques ont séparé un photon en deux particules, créant ainsi des jumelles aux propriétés identiques. Utilisant ensuite un équipement développé pour cette expérience, ils ont propulsé les deux particules dans des directions opposées. Les jumelles furent placées dans une chambre conçue spécialement pour l'expérience, comportant deux voies de fibre optique semblables à celles qui transmettent les appels téléphoniques, s'étendant sur une distance de 11 km dans des directions opposées. Quand les jumelles eurent atteint leur destination, elles étaient donc séparées par une distance de 22 km. Au bout de leur trajet, elles furent forcées de choisir entre deux routes parfaitement identiques. Ce qui fait l'intérêt de cette expérience, c'est que lorsque les particules jumelles eurent atteint l'endroit où elles devaient suivre une route ou l'autre, elles ont fait toutes les deux le même choix, franchissant le même trajet chaque fois. Et ces résultats furent identiques chaque fois que l'expérience fut reproduite. À l'encontre du sens commun qui voudrait que les jumelles soient séparées et ne communiquent pas entre elles, celles-ci se comportent comme si elles étaient toujours connectées ensemble. Les physiciens qualifient cette mystérieuse connexion d'intrication quantique. Le directeur du projet, Nicolas Gysin, explique ceci. Ce qui est fascinant, c'est que les photons intriqués forment un seul et même objet. Même quand les photons jumeaux sont séparés géographiquement, chacun subit automatiquement la modification effectuée sur l'autre. Historiquement, absolument rien en physique traditionnelle n'explique ce que ces expériences ont démontré. Pourtant, le phénomène s'est reproduit plusieurs fois au cours d'expériences semblables à celles de Gysin. Le docteur Raymond Kiao, de l'Université de Californie à Berkeley, décrit les résultats des expériences de Genève comme l'un des plus profonds mystères de la mécanique quantique. Ces connexions sont un fait de la nature démontré expérimentalement,
mais il est très difficile de les expliquer philosophiquement. La raison pour laquelle ces recherches sont importantes pour nous, c'est que l'on croit communément que les photons ne peuvent communiquer entre eux et que leurs choix sont indépendants. Nous croyons que lorsque des objets physiques de ce monde sont séparés, ils sont réellement séparés dans tous les sens du terme. Les photons nous montrent cependant que ce n'est pas le cas. En commentant ce genre de phénomène, longtemps avant que soient effectuées ces expériences en 1997, Albert Einstein nomma « action fantôme à distance » la possibilité de tels résultats. Aujourd'hui, les scientifiques croient que ces phénomènes inhabituels résultent de propriétés qui surviennent uniquement dans le domaine quantique et ils les reconnaissent comme de la bizarrerie quantique. La connexion entre les photons était si parfaite qu'elle paraissait instantanée. Une fois reconnue à la très petite échelle photonique, le même phénomène fut observé subséquemment en d'autres endroits de la nature, même dans des galaxies séparées par des années-lumière. Selon Gysin, en principe, que la corrélation entre les particules jumelles se produise quand celles-ci sont séparées par quelques mètres ou par l'univers entier ne devrait faire aucune différence. Pourquoi? Qu'est-ce qui connecte deux particules de lumière ou deux galaxies au point qu'un changement qui survient dans l'une survient simultanément dans l'autre? Qu'est-ce que cela nous démontre sur le fonctionnement de l'univers que nous n'avions pas perçu dans les expériences précédentes? Pour répondre à ce genre de questions, nous devons d'abord comprendre d'où provient la matrice. Et pour ce faire, nous devons retourner loin en arrière, à l'époque que les scientifiques occidentaux considèrent comme le début de tout, ou du moins de l'univers tel que nous le connaissons. L'origine de la matrice. Les scientifiques d'aujourd'hui, qui suivent la tendance générale, croient que notre univers a commencé il y a 13 à 20 milliards d'années par une explosion massive, comme il n'y en avait jamais eu précédemment et comme il n'y en a jamais eu depuis. Bien qu'il existe des théories contradictoires sur le moment précis de cet événement et sur le nombre d'explosions qu'il y aurait eu, soit une seule ou plusieurs, tous semblent s'accorder pour dire que notre univers a commencé par une libération massive d'énergie il y a très longtemps. En 1951, l'astronome Fred Hoyle a inventé un terme pour désigner cette mystérieuse explosion, un mot qui est toujours en usage, le Big Bang. Les chercheurs ont établi que quelques fractions de secondes avant que se produise le Big Bang, tout l'univers était beaucoup plus petit qu'il ne l'est aujourd'hui. Les logiciels de simulation semblent indiquer qu'il était si petit en fait qu'il se trouvait comprimé en une minuscule boule. Dénué de tout l'espace vide que nous voyons aujourd'hui dans l'univers, cette boule devait avoir à peu près la taille d'un pois vert. Malgré sa petitesse, elle n'était certainement pas froide cependant. Les modules informatiques semblent indiquer que la température régnant dans cet espace compact était inimaginable, de l'ordre de 18 milliards de millions de millions de millions de degrés Fahrenheit, soit plusieurs fois la température actuelle du Soleil. Une fraction de seconde après le Big Bang, selon les simulations informatiques, la température a pu baisser jusqu'à 18 millions de degrés environ et la naissance de notre univers était amorcée. Alors que la force explosive du Big Bang se propagea dans le vide existant, elle apporta avec elle davantage que la chaleur et la lumière. Elle se répandit également comme un schéma d'énergie qui devint le modèle de tout ce qui existe maintenant et de tout ce qui pourra jamais exister. C'est le schéma qui fait l'objet des mythes et des légendes ainsi que des métaphores de la sagesse mystique, qu'il s'agisse du filet d'Indra des sutras bouddhistes ou de la toile de la grand-mère araignée de la tradition Hopi,
L'écho de ce schéma persiste encore à ce jour. C'est ce filet ou cette toile d'énergie qui continue de s'étendre dans le cosmos en constituant l'essence quantique de toute chose, y compris nous-mêmes et notre environnement. C'est cette énergie qui interconnecte nos vies en tant que divine matrice. C'est cette essence également qui sert de miroir multidimensionnel, nous reflétant sous la forme de notre monde ce que nous créons par nos émotions et nos croyances. Comment pouvons-nous être certains que tout ce qui existe dans l'univers est réellement interconnecté? Pour répondre à cette question, retournons au Big Bang et à l'expérience de l'Université de Genève décrite plus haut. Bien que les deux phénomènes semblent très différents, il y a entre eux une subtile similitude. Dans chacun, la connexion explorée existe entre deux choses qui auparavant étaient unies physiquement. Dans le cas de l'expérience, la séparation d'un photon en deux particules identiques a créé les jumelles afin de s'assurer que les deux particules soient parfaitement identiques. Le fait que les photons et les particules du Big Bang étaient auparavant physiquement liés explique leur connectivité. Il semble que les choses qui ont déjà été unies demeurent toujours connectées entre elles, qu'elles soient physiquement unies ou non. Quatrième clé, des choses qui ont déjà été unies demeurent toujours reliées entre elles, qu'elles soient physiquement unies ou non. Cet élément est capital pour notre propos, et ce pour une raison très importante et souvent négligée. Aussi énorme que puisse nous paraître à ce jour notre univers, et sans compter les milliards d'années-lumière que met la lumière de l'étoile la plus lointaine pour parvenir jusqu'à nous, il fut un temps où toute la matière de l'univers était comprimée dans un très petit espace. Dans cet espace de compression inimaginable, tout était physiquement uni. Alors que l'énergie du Big Bang provoqua l'expansion de notre univers, les particules de matière devinrent séparées par un espace de plus en plus grand. Les expériences semblent indiquer que quel que soit l'espace séparant deux objets, ceux-ci restent toujours connectés s'ils ont déjà été unis. Nous avons toutes les raisons de croire que l'état d'intrication qui lie les particules que l'on sépare aujourd'hui s'applique également aux matériaux dont est fait notre univers et qui étaient unis avant le Big Bang. Techniquement, tout ce qui était fusionné en ce cosmos de la taille d'un pois il y a 13 à 20 milliards d'années est toujours interconnecté. Et l'énergie qui effectue cette connexion est ce que Planck appelait la matrice de toute chose. Aujourd'hui, la science moderne a affiné notre compréhension de la matrice de Planck, la décrivant comme une forme d'énergie qui a toujours été présente partout depuis le Big Bang du début des temps. L'existence de ce champ implique trois principes ayant une influence directe sur notre vie, nos actions, nos croyances et même sur ce que nous ressentons au quotidien. Il est vrai que ces idées sont en parfaite contradiction avec plusieurs croyances scientifiques et spirituelles établies. En même temps, toutefois, ce sont justement ces principes qui nous procurent une vision émancipatrice du monde et de la vie. Premièrement, le premier principe indique que toutes choses sont interconnectées parce que tout existe à l'intérieur de la divine matrice. Si c'est le cas, ce que nous faisons dans une partie de notre vie doit avoir une influence sur les autres parties. Deuxièmement, le deuxième principe affirme que la divine matrice est holographique, ce qui signifie que toute portion du champ contient tout ce qui existe dans le champ. La conscience elle-même serait holographique, ce qui signifie que la prière que nous faisons dans notre salon, par exemple, existe déjà
chez les êtres chers pour qui nous prions. Autrement dit, nul besoin d'envoyer nos prières quelque part, puisqu'elles sont déjà partout. Et troisièmement, le troisième principe part du fait que le passé, le présent et le futur sont intimement liés. La matrice semble être le contenant du temps, procurant la continuité entre nos choix présents et nos expériences futures. Quel que soit le nom que nous lui donnions, et quelle que soit la définition qu'en fournissent la science et la religion, il est évident qu'il y a là quelque chose, une force, un champ ou une présence, constituant ce grand filet qui nous lie les uns aux autres, ainsi qu'à notre monde et à un pouvoir supérieur. Si nous saisissons vraiment ce que signifient ces trois principes quant à notre relation aux autres, à l'univers et à nous-mêmes, les événements de notre vie prendront un tout nouveau sens. Nous deviendrons des participants, non des victimes, de forces que nous ne pouvons ni voir ni comprendre. Ce sera le véritable début de notre émancipation.